la dialectique, c'est le vocabulaire qu'emploie l'auteur de la question entre la résolution symbolique et l'avant-garde qui la produit. En gros, la question est la suivante: est-ce que la tension entre l'avant-garde et l'académisme va disparaître, ou bien est-ce que le processus est destiné à continuer? Alors, je pense que l'histoire a répondu. Ce qui se met en marche, c'est précisément un processus sans fin de dépassement. Cela dit, pour compliquer un petit peu le schéma qu'évoque la notion de dialectique, on sait par beaucoup de travaux sur des domaines très différents, aussi bien l'histoire de la science que l'histoire de la littérature, l'histoire de l'art, que là où on voit en général une nouvelle tendance, un nouveau courant, un nouveau mouvement et un ancien s'affrontant, il y a toujours des choses plus compliquées. C'est-à-dire dès le moment où s'installe un champ, les gens qui à un certain moment dominent le champ et contre qui peuvent se dresser des intentions révolutionnaires, subversives, il y a aussi dans le même temps et dans le même espace des gens qui seront la phase suivante. Par exemple, ça a été remarqué pour la période récente de la philosophie française, en plein triomphe de l'existentialisme, peut-on dire, toutes les tendances qui se sont développées après, dans les années 70, étaient déjà présentes, mais à l'état larvé ou refoulées. Bachelard était là, quand Guillaume était là, etc. Autrement dit, et ça c'est une remarque que fait Chomsky, le formaliste russe, qui insiste sur cette continuité, ce qui fait que la question assez naïve, enfin de la continuité, de la discontinuité, dans laquelle sont tombés les tas de gens très subtils comme Foucault, je pense que c'est une fausse question. Il y a toujours... donc voilà, c'est pour mettre en garde contre ce que peut avoir d'un peu simple, satisfaisant et mécanique, le schéma dialectique. Voilà. Bon, alors je reviens à mon propos et je voudrais essayer de prolonger ce que j'ai dit la dernière fois. Bon, j'avais évoqué une série de... toute la série, et je ne vais sûrement pas énumérer tout, j'avais évoqué la série des transgressions que Manet avait accomplies dans l'ordre esthétique, toutes les transgressions du sacré esthétique qu'il avait accompli. Et j'avais évoqué très rapidement la fois précédente, mais j'y reviens très vite aujourd'hui, les transgressions qu'on peut citer dans l'ordre éthique et qui concernent plus particulièrement la sexualité. Par exemple, vous l'avez suggéré très vite, mais je rappelle, pour faire le bilan, le fait donc de mettre un nu dans un paysage, donc, ce qui semble avoir été une intention très ancienne de Manet, qu'on trouve exprimée déjà dans les premiers travaux, ce barbarisme, enfin si cette intention en se réalisant apparaît comme un barbarisme, c'est parce que elle confronte, comme je l'ai dit l'autre jour, une vision pure, au sens qu'on parle d'art pur, c'est-à-dire désexualisée, à une vision naïve, réaliste, que les spectateurs peuvent importer. Autrement dit, là où Manet voit un exercice formel, un jeu de couleurs, un jeu de tâches, etc., les spectateurs voient une femme nue assise parmi les collégiens, parmi les étudiants. Ce mot de collégien et d'étudiant qui revient très souvent dans les commentaires d'époque, qui est très important, parce que je pense qu'il y a des fantasmes sociaux. Et, la socio-analyse, comment dire, une socio-analyse de l'inconscient historique doit essayer de reconstruire
construire l'historicité des formes inconscientes. Autrement dit, il y a peut-être l'inconscient anthropologique forme historique. Pourquoi pas? C'est un projet de place que suppose la psychanalyse et qui a été beaucoup critiqué par les anthropologues, etc. sur ce point. Mais admettons que ça existe. Il est certain que du point de vue d'un sociologue, d'un historien social ou d'un anthropologue, il est important de poser la question des formes historiques que revêt cet inconscient supposé transhistorique. Et dans le cas particulier, l'inconvenance que constitue la présentation, la publication, l'exhibition d'un nu dans un paysage, entouré de jeunes hommes qui peuvent avoir l'air de rapins, de clients, etc. Dans ce cas-là, le barbarisme est connoté socialement. Et pour le comprendre, il faut évoquer alors, des choses qui étaient très fortes à l'époque, dans la littérature, etc. C'est le chêne de la vie de Bohème, de l'étudiant libéré qui mène cette vie libérée avec la complicité de femmes d'origine inférieure, des grisettes, etc., qui entraînent en quelque sorte dans cette vie dissolue des jeunes femmes du peuple. À travers cette représentation, c'est aussi une représentation des rapports entre le masculin et le féminin, et aussi des rapports entre la bourgeoisie et le peuple. Et c'est donc tout un ensemble de représentations de la femme du peuple et de la femme du peuple qui est véhiculé. Alors, je ne développe pas le thème de la vie d'artiste, mais je pense que c'est extrêmement important. Je renvoie aux analyses que j'ai faites dans les règles de l'art sur le monde de la Bohème par rapport auquel Manet a toujours tenu ses distances, une chose importante comme Flaubert, mais c'est très important pour comprendre son esthétique. Ce monde de la Bohème a été une sorte de laboratoire historique où se sont inventées tout un ensemble de choses qui nous paraissent évidentes et naturelles. En particulier, une certaine forme d'amour mercenaire, d'amour vénal, par exemple, c'est ce qui est raconté dans Flaubert, dans les romans du XIXe, cette représentation des demi-mondaines qui sont aimées de cœur par un artiste. C'est le cas de beaucoup de femmes représentées par Manet, donc des demi-mondaines qui peuvent à la fois être entretenues par des banquiers ou par des médecins d'un côté, et de l'autre vivre un amour pur, un amour en relation avec les artistes. L'éducation sentimentale, comme j'essaie de le montrer, montre qu'il y a un certain nombre de lieux qui sont à l'intersection du monde artistique de la Bohème, du demi-monde et du grand monde. Et donc cette intersection étrange que constitue la Bohème est un lieu où s'invente à la fois l'amour pur et l'amour mercenaire, et l'amour pur de l'art, et l'amour mercenaire de l'art, et la distinction entre les deux. Et c'est là que se construit très fortement la coupure qui est fondamentale, qui est historiquement très puissante, qui est encore aujourd'hui dans tous nos cerveaux, la coupure entre l'art et l'argent. C'est un film commercial, c'est quelque chose qui s'est, je ne vais pas l'inventer, mais qui s'est cristallisé très fortement à cette époque, qui n'a rien de transhistorique. Donc cette image chahute en quelque sorte ces structures de la perception du monde social et en quelque sorte l'indécence esthétique, formelle que j'avais évoquée en premier, est redoublée par l'indécence éthique. Bon. Alors j'aurais pu d'ailleurs commencer, mais j'ai pris le parti de commencer par le moins visible, quoique dans les écrits du temps,
ce qui vient toujours en premier, c'est l'indécence éthique. L'indécence éthique qui a à présenter des choses imprésentables. Alors, pour retrouver un petit peu la force historique de ce barbarisme, il faut se reporter à des expériences que j'ai faites avec un ensemble de chercheurs sur la représentation que les gens peuvent avoir de la photographie. Bon, et là, je vous renvoie à la distinction ou au livre qui s'appelle L'art moyen, dans lequel est racontée une série d'expérimentations. J'avais constitué une batterie de photographies, parmi lesquelles il y avait deux nus, bref, je ne vais pas en détail, et autre chose, j'avais des d'objets insignifiants comme des cailloux, etc., de manière à tester les réactions différentielles des publics inégalement cultivés devant ces objets. Et la peinture de nu provoque encore dans le public, dans la façon la moins cultivée du public, des réactions scandalisées du type de celle que Manet avait recueillies. Et au même titre que la peinture d'objets insignifiants. La peinture d'un tas de galets suscite la médiation, ils ont la pellicule à dépenser, ils ont à perdre. Je vous renvoie à... C'est pourquoi le populisme esthétique que j'ai adopté dans la première leçon a beau jeu. Le populisme esthétique se fait publiciter immédiatement. Si vous dites comment peut-on gaspiller l'argent de l'État pour photographier les galets, vous êtes sûr d'avoir le peuple avec vous. Ce qui ne veut pas dire que vous ayez raison, ni esthétiquement, ni éthiquement, ni politiquement. Bon. Donc, ces ressorts éthiques, enfin, ces explosifs éthiques que manipule Manet, ajoutés avec les explosifs esthétiques, font du déjeuner sur l'herbe, que je vous ai présenté longuement la dernière fois, une sorte on peut dire, de bombe symbolique. C'est une métaphore qu'on peut employer, c'est que l'armée qui était un intime de Manet, avait de grandes sympathies pour les anarchistes, et il dit constamment une vingtaine d'années après le déjeuner sur l'herbe avait été très florissant et qui était considéré avec une certaine sympathie par une certaine avant-garde artistique. Donc la métaphore de la bombe n'est pas excessive, et je vous parlerai d'un très beau texte qu'a écrit Manet en anglais sur le passage écrit Mallarmé en anglais à propos de Manet, et qui est sans doute la représentation d'époque la plus proche de celle que j'essaie de présenter. C'est-à-dire Mallarmé, là je détruis le suspense, parce que je fais ça tout le temps. C'est aussi pédagogique. Sur la base d'une homologie de position, elle se voit dans son champ littéraire comme homologue de ce qu'est Manet dans le sien, et du coup il comprend assez bien, même très bien Manet, et il voit que c'est une révolution symbolique, une subversion qui pense par analogie avec une révolution religieuse, beaucoup de choses donc est extrêmement lucide. Donc ce tableau dont on peut penser qu'il n'est pas très beau, qui n'est pas le tableau de Manet qui nous fait le plus vibrer, mais qui est néanmoins très important en tant que démarrage, en tant que premier commencement d'une première rupture. Alors c'est une rupture symbolique. Bon, ce tableau donc est une sorte de bombe symbolique, et pour le faire voir, le plus simple c'est de comparer le déjeuner sur l'herbe, qui s'appelait d'ailleurs le BAM et qui a été rebaptisé le déjeuner sur l'herbe par emprunt d'un titre de Monet, le déjeuner sur l'herbe, qui, je pense qu'on va vous montrer, malheureusement je n'ai pas trouvé de gravure, enfin de reproduction intégrale. Donc il y a un déjeuner sur l'herbe de Monet, qui a été publié, qui est
exposé 2 ans après, en 1865. J'ai dit une bêtise. Il va se represser. Bon, de toute façon, c'est un détail, ça ne donne pas du tout l'idée, c'était pour ne pas toujours parler dans les ténèbres. Malheureusement, je ne suis pas dévoté, mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'illustrations de mes propos. Et bon, je n'ai pas le moyen de faire photographier toutes les images que j'ai voulu vous présenter. Bon, donc, dans ce tableau, enfin, qui est typiquement une scène de genre, enfin, exactement ce que, me semble-t-il, Manet ne voulait pas faire. C'est un groupe détendu, on dirait aujourd'hui informel, de gens en pique-nique dans la forêt. Comment dire, on peut penser que pour une part c'est peint sur le motif, sur le livre. Bon, il y a un effet de plein air qui voit aussi bien l'effet du naturalisme, l'atmosphère de studio qui était évidente dans le tableau de Manet est en tout cas estompée, les couleurs claires, l'air circule, un peu de commentaires classiques. Bon, bref, on est du côté du naturalisme. Et ce n'est pas par hasard si ce tableau a été très fortement animé par Courbet, qui au contraire a été très réservé, comme je l'avais dit, devant le tableau correspondant de Manet. Alors, bon, dans une lettre à Basile, d'octobre 62, Monet dit qu'il veut restituer l'impression de ce que j'aurais ressenti moi tout seul. Bon, autrement dit, c'est d'où l'impression impressionniste, etc. Cette intention, qui peut être intéressante, je ne sais pas de juger, est en tout cas totalement différente de celle de Manet. Et tout ce que j'ai dit, en particulier l'intention de parodie, intentionnellement, c'était une question centrale, l'intention de parodie est totalement absente. Et Monet, qui clairement rivalise avec Manet, et qui, d'une certaine façon, sich gleichmachen, se faire l'égal d'eux, qui est une terrible chose de la vie intellectuelle, se faire l'égal d'eux, c'est aussi se faire le même qu'eux. Enfin, le drame de ceux qui rivalisent et qui s'identifient à ceux avec quoi ils doivent rivaliser. Il y aurait toute une réflexion à faire sur les luttes symboliques. Ce qui est très intéressant, c'est que Monet, croyant faire une sorte de peinture défi à l'égard de Manet, fait du Monet et en quelque sorte il ne voit pas du tout ce qu'a fait Monet, ce qu'a fait Manet. Le problème de Monet, c'est qu'on confondait les noms. À l'époque, c'est dur pour une des lois des champs artistiques, c'est qu'il faut se faire un nom propre. Et autrement dit, pour un phonème, on peut disparaître de l'histoire. Donc, voilà. Il y a une célèbre lettre un écrit de Zola, chacun de nous fait ça. Moi, je sais que dans nos interviews au Japon, j'ai des choses extraordinaires que je ne dirai jamais à Paris, mais malheureusement, ça revient. Donc, Manet avait fait, Zola avait fait un article pour une revue de Saint-Pétersbourg, je crois, et dans laquelle les journalistes avaient confondu Manet et Monet. C'était un article qui était assez sévère pour Manet. Et tout le monde avait été étonné. Manet le premier qui avait écrit plutôt à Zola, il demandait comment recouvrir ça. Mais Manet s'est défendu, Zola s'est défendu en disant mais j'ai dit Monet, je n'ai pas dit Manet. On va faire tout un jeu sur ces. Voilà. Bon, alors, maintenant je voudrais tirer ce que j'ai fait là était prévu dans mon esprit comme une introduction à l'ensemble de l'analyse que je voulais vous présenter. Et ensuite, je procéderai de manière plus méthodique. Mais je voulais, à propos d'une œuvre particulière, parce qu'on dit toujours que les sociologues parlent de la société qui ne parle pas des œuvres, donc je voulais, à propos d'une œuvre particulière,
poser un ensemble de questions de manière que vous entendiez autrement les analyses historiques que je pourrais faire du fonctionnement du système académique, de l'œil académique, de la genèse de l'œil académique, ce qui est important pour comprendre comment l'œil académique a réagi à Manet. Il est important de comprendre la logique de cet œil académique, alors que très souvent, même les gens les plus en sympathie avec la peinture académique ont un regard un petit peu réducteur. On ne regarde pas la peinture académique comme on regarderait une peinture dans l'art. Dans la mesure où on est impliqué, on a des jugements de valeur, y compris chez les historiens de l'art. Bon, alors, avant d'en venir donc à ces analyses, je voulais donner une idée globale, une intuition globale des problèmes que j'aborderai. Et ce faisant, les choses se sont développées dans mon esprit et j'ai présenté en quelque sorte une sorte oui, j'hésite à dire ça, parce que c'est tellement grandiose et démesuré, un peu arrogant, que j'hésite à le dire, enfin c'est comme ça, une sorte de théorie esthétique fondée d'une part sur l'idée que pour comprendre une œuvre, il est important de prendre en compte, surtout une œuvre de rupture, il est important de prendre en compte l'effet social qu'elle a produit, dans la mesure où cet effet social est de nature à révéler les motifs de ces effets, les raisons de ces effets ou les causes de ces effets. Et deuxièmement, cette esthétique donc, de la réaction, de l'effet, doit être une esthétique de la disposition et non pas de l'intention. Et c'est là-dessus que je veux insister, parce que je pense que c'est un problème tout à fait général qui se pose aux historiens de l'art, aux historiens de littérature, aux historiens du droit, aux historiens de toutes les œuvres humaines, et plus généralement aux historiens. C'est quand on ne peut pas, quand on fait de l'histoire des œuvres, ou de l'histoire des actions humaines, ne pas engager une philosophie de l'action. On dit une philosophie de l'histoire, une philosophie de l'action, une théorie de ce que c'est qu'agir. Est-ce que agir, c'est mettre en œuvre des intentions, par exemple? Est-ce qu'il n'y a d'action qu'intentionnelle? Est-ce qu'une action qui n'est pas intentionnelle est automatique, inintelligente, etc., ce qui est une alternative classique? Donc tout mon travail d'ethnologue et sociologue m'a conduit à élaborer une théorie de la pratique, et même toute la théorie comme étant pas la pratique, ça a l'air tautologique, c'est important, et une théorie de la pratique comme ayant à son principe non pas des intentions conscientes, des préméditations, mais des dispositions. Bon, alors là je vais expliquer un tout petit peu ça, et c'est particulièrement important. Alors, évidemment, par exemple, si vous lisez les ethnomathématiciens, qui sont des gens extrêmement intéressants, qui étudient les jeux mathématiques, les jeux déjà c'est scolastique, les pratiques mathématiques des indigènes australiens ou des Dogons, etc. Ils sont en général très embarrassés parce qu'ils dissertent sur abstrait, concret, ils voient bien, alors s'ils veulent faire des effets extraordinaires, ils disent oui, vous voyez, c'est la théorie des groupes, exactement. Les indigènes australiens n'ont pas la théorie des groupes. En fait, je pense que c'est chose tout à fait stupéfiante, c'est-à-dire ces conduites ordonnées sans principe explicite d'ordination, comme les rituels, donc qui sont extrêmement ordonnés, extrêmement organisés. Ces conduites ne peuvent être comprises adéquatement qu'à partir d'une théorie de la pratique que j'appelle dispositionnaliste, pas le seul, qui place au principe des actions non pas nécessairement des intentions explicites, mais des dispositions corporelles, des chaînes générateurs pratiques
qui n'ont pas besoin d'accéder à la conscience pour fonctionner, et qui peuvent fonctionner en deçà de la conscience de la volonté. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient élémentaires, primitifs. Alors nous avons tous intériorisé l'alternative théorie-pratique, et évidemment théorie et haut, et pratique et bas. Théorie masculin, pratique et féminin, et ainsi de suite. Sciences théoriques, sciences appliquées, c'est très clair, une hiérarchie. Nous avons tous arts libéraux, arts mécaniques, alors c'est très important pour bête comme un peintre, je dis la dernière fois, tout ça, ça fait partie de la même série, et nous avons tous intériorisé cette dualité, y compris évidemment les penseurs de la pratique et de la théorie, et qui reproduisent dans leur théorie de la pratique, lorsqu'ils en ont une, ce que le schème théorie-pratique qu'ils ont incorporé, et les schèmes hiérarchiques, les schèmes sont toujours hiérarchiques, les oblige à produire. Donc, pour penser cette pratique très particulière, cet art, je répète toujours cette formule de Durkheim qui est très belle, qui en tout cas moi m'a beaucoup éclairé, un art, c'est-à-dire une pratique pure sans théorie. Durkheim dit ça en passant. Je crois que c'est une formule très importante. L'art, en tant que pratique pure, sans théorie, c'est-à-dire n'enfermant pas sa propre théorie, n'ayant pas pour principe une théorie, à la différence d'une technique, par exemple, aujourd'hui, pour l'application d'une théorie scientifique, etc. Bon, l'art et la pratique artistique posent, parmi toutes les pratiques nobles, le problème que pose toute pratique. Autrement dit, je crois qu'on peut rapatrier sur la pratique artistique ce que l'on a appris en étudiant la pratique rituelle, d'une part académique, où voilà, c'est finalement la même chose. Alors, pas tout à fait, mais dans un premier temps, je crois qu'il est important de dire que c'est la même chose. Et donc, alors, cette théorie expositionnaliste, elle est à mettre en œuvre des deux côtés. C'est du côté du producteur et du récepteur. Le producteur met en œuvre des dispositions, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas tout ce qu'il fait. Bon, il ne sait pas tout ce qu'il fait. Mais il sait très bien ce qu'il fait. Et les récepteurs mettent en œuvre aussi des chaînes d'interprétation qui peuvent être accordées ou pas accordées. Ces chaînes d'interprétation qui s'expriment dans le sentiment du scandale, lorsque ces chaînes sont frustrées, hein, c'est l'attente frustrée, l'expectation frustrée. Le système de disposition, c'est un système d'attente. Donc cette théorie dispositionnaliste, elle est à mettre, ce que je disais la dernière fois, donc la communication entre une œuvre d'art et un spectateur est une communication des inconscients, beaucoup plus qu'une communication des consciences, très peu passe par la conscience, même si ensuite on peut expliciter. Donc l'analyse, cette esthétique de l'effet que je propose, enfin, est tout à fait compatible même avec une esthétique dispositionnaliste, dans la mesure où l'analyse des réactions suscitées par les effets de l'œuvre d'art permet de saisir l'implicite et l'inconscient que l'artiste, les critiques et le public ont partiellement en commun. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler le sens commun de l'époque. Ou encore, bon, j'ai une expression que j'emploie avec beaucoup d'hésitation, de transcendantal historique, c'est le système de catégories, et plutôt de chaînes, de perception et d'appréciation qui permettent de construire le sens du monde. Et donc, l'objet de l'histoire de l'art, l'histoire du droit, de l'histoire tout court, est d'établir ces catégories, de les porter au jour, au lieu de projeter sur l'œuvre historique ou étrangère des catégories non analysées. C'est la fameuse formule de Durkheim, si l'inconscient, sur la formule de Durkheim, c'est l'histoire véritable est l'histoire de l'inconscient historique. Voilà, c'est une formule pour
dissertation, mais c'est aussi pour résumer, donc si, comme dit Durkheim, l'inconscient c'est l'histoire, l'histoire véritable, le véritable objet de l'histoire, c'est l'histoire d'inconscient historique, du transcendantal historique, c'est-à-dire au fond ce que les œuvres ou les actions cachent en le montrant. C'est-à-dire toute action humaine, quand vous voyez un balayeur qui balaye les papiers gras dans la rue, vous comprenez tout de suite ce qu'il fait. Donc sans supposer qu'il a une intention, il pense à autre chose, il pense au mari, à son ami qui n'a pas ses papiers, etc. Et vous-même, vous comprenez, il y a la compréhension de l'œuvre-là, et pour une grande part de ce type. Alors, cette compréhension pouvait en être un malentendu. Et cette théorie des dispositions est aussi importante pour comprendre les malentendus que pour comprendre les compréhensions. La compréhension est un cas particulier dans un univers de malentendus. La compréhension, ça c'est quelque chose d'important, la compréhension est un cas particulier où les chaînes investies dans une production, c'est-à-dire une pratique, une œuvre, une parole, quand les chaînes investies dans une production symbolique sont identiques aux chaînes que le spectateur, le récepteur, le lecteur, etc. investit dans la réception. Dans ce cas-là, il y a compréhension immédiate et sentiment de l'évidence. Mais ce sentiment de l'évidence peut aussi être le fait du malentendu. Et lorsqu'il y a trop de discrépance, de discordance entre les chaînes du producteur et les chaînes du récepteur, il y a simplement du scandale, indignation, etc. Alors, pourquoi ce retour à une théorie dispositionnaliste me paraît important? Ce n'est pas du tout le but, je n'avais pas eu l'intention de dire ça, mais il m'est apparu que c'était vraiment important, parce que il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des choses historiques, et qu'il y a tout un débat qui a été lancé dans les années 70-80 par les structuralistes français, Barthes, Foucault, etc., qui ont mis en question la notion d'auteur et la notion d'intention. Il y a un article célèbre sur l'intentional fallacy, sur le paralogisme de l'intention. C'est un épigone américain des structuralistes français qui dit nous ne pouvons pas, comment dire, il ne sert à rien d'invoquer l'intention d'un artiste ou d'un écrivain pour comprendre cet écrivain. Faisons abstraction de la référence aux intentions. Donc, quand on parle d'intention dans cette logique, on parle d'intention consciente et volontaire, on parle de préméditation, et à propos du tableau de Manet, on se demanderait est-ce que Manet a voulu consciemment, est-ce qu'il a prémédité ce qu'il a mis dans ce tableau? Et je pense qu'on doit répondre non. Cela dit, la philosophie spontanée que nous investissons dans la plupart de nos jugements sur les autres, pas seulement sur les œuvres des autres, s'inspire d'une philosophie d'intention. Pourquoi? Nous disons, il a fait exprès, bon, c'est pas beau quand il a fait exprès, il a fait exprès un lardon, c'est qui va faire une période, il a fait exprès, bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circonstance atténuante, ça veut dire que c'est de sa faute. Autrement dit, la philosophie de l'intention est souvent associée à une philosophie accusatrice, c'est pourquoi elle est souvent le fait des historiens, c'est un des péchés d'historiens qui adorent les procès, surtout rétrospectifs, pas très dangereux, où on peut avoir tous les avantages de la belle âme, sans avoir les coups à tous les orthographes. Bon, donc le procès rétrospectif ne peut marcher que sur la base d'une philosophie de l'intention. Et cette philosophie spontanée, donc l'intention, ce sont les principes d'action des autres. C'est ce qui permet de constituer l'agent en justiciable, en coupable, il a fait exprès. C'est ce qui permet de transformer ce qui peut être un destin biologique en liberté. Par exemple, il y a des tas de jugements sur la beauté et la laideur des femmes. Ça, c'est un très bel exemple qui s'inspire très souvent d'une philosophie d'intention, comme si le fait d'être laide, selon les canons sociaux à débutant, était imputable à la personne qui
subissent l'esclavage. J'ai l'air d'exagérer, mais je répète le témoignage, et je pense que si vous avez bonne foi, vous allez en voir revenir dans votre mémoire. Donc les critiques contemporaines de Manet s'interrogent sans cesse sur les intentions de Manet, et même ils font plus, ils lui prêtent des intentions, comme on dit, ils lui prêtent des intentions, c'est-à-dire ils lui prêtent une philosophie intentionnaliste de la peinture. Il lui prête des intentions de provocation ou d'incompétence, de choix, des intentions de subversion, etc. Alors, ce problème de l'intention, donc je n'aurais pas posé, mais si je n'avais pas dit, parce que vous pouvez avoir dans la tête cette problématique, si vous avez une formation littéraire, si vous êtes un peu au courant de la discussion critique en France aujourd'hui, vous pouvez avoir entendu ce que j'ai dit la dernière fois, il y a plus de sens dans ce tableau que Manet ne le sait, vous allez plus entendre comme une sorte de résurrection, cette philosophie de l'œuvre sans auteur qu'ont développé Barthes et Foucault, associé à Blanchot, mais c'est important, socialement c'est important, le renfort de Blanchot est important, cette espèce de mythologie, alors cette critique structuraliste, je ne dis pas tout ce que je pense là, cette critique structuraliste de l'intentionnalisme, de la notion d'auteur, et Barthes qui émet les formules un peu frappantes, mais un peu sommaires, c'est-à-dire parler de mort de l'auteur, cette critique de l'auteur réduit à n'être plus qu'une sorte de construction historique et idéologique. Alors ça c'est plutôt du Foucault, hein, l'auteur serait la projection en termes psychologiques du traitement que nous faisons subir à un texte. Au lieu de nous contenter de dire voilà ce que je vois dans un texte, on impute aux intentions de l'auteur et on crée une sorte de fétiche hein, qui est l'intention d'auteur. Et du même coup d'ailleurs, on réifie, on fixe la signification de l'œuvre et on arrache à la polysémie infinie à laquelle ces gens-là voulaient rendre le texte. Ils voulaient rendre le texte à sa polysémie, à sa pluralité de temps et à l'infinité des commentaires. Alors, il y a des propositions, là je résume très vite et très mal le fameux texte de Foucault, qu'est-ce que l'auteur, le texte, dans la version postmoderne de toutes ces analyses, le texte a autant de sens qu'il y a de lecteurs, et donc la signification de l'œuvre se dissout dans le kaléidoscope, pourrait-on dire, de la réception. Et alors, derrière cette critique de l'auteur, il y a une philosophie intellectualiste. Autrement dit, les critiques de la notion d'auteur et qui ont Barthes et Picard, finalement, pour reprendre un débat historique, beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour avoir entendu, c'est un débat qui a fait date. Le débat Barthes et Picard propose des gens qui en fait sont d'accord sur l'essentiel, mais avec des positions inverses, ils s'accordent pour ne voir d'autres. Non, j'exagère un peu là. C'était un peu fort. Alors, il arrive que, dans ce cas-là, c'est pas très vrai, il arrive que les intentionnalistes et les structuralistes, pour aller vite, s'accordent au fond pour révoquer une philosophie qu'il est trop facile de révoquer, la philosophie sur laquelle toutes les actions ont pour principe l'intention. Voilà. Alors, bon, pourquoi donc il faut révoquer cette vision intentionnaliste qui fait de l'artiste ou de l'écrivain un sujet de ses actions au profit d'une théorie dispositionnaliste dans laquelle l'écrivain est un agent, c'est pas
c'est le mot, ça fait pas esthète, mais c'est pas un acteur, c'est toute une métaphore, toute une série de métaphores qui entraîne une autre philosophie d'action tout à fait fausse. L'acteur est quelqu'un qui a un programme, qui a un rôle et qui le récite, acteur, rôle, etc. C'est une des raisons pour lesquelles je ne dis jamais acteur. Donc c'est un agent qui agit selon des dispositions qui lui ont été inculquées consciemment ou inconsciemment, à la fois par des adultes, donc des êtres humains, et par l'univers. Bon, et l'essentiel des structures incorporées pourront avoir été acquises en dehors de toute éducation explicite par l'effet de l'imposition des structures. Alors dans le monde est structuré, il est structuré en masculin féminin, il est structuré de mille façons, et ces structures objectives peuvent être incorporées en dehors de toute action intentionnelle, action pédagogique intentionnelle. Alors ce système de disposition pour une structure incorporée c'est ce qu'il faut reconstruire en quelque sorte pour comprendre une œuvre, parce que c'est ce système de disposition qui est mis en œuvre, c'est ce modus operandi qui devient opus operatum, c'est cette manière de faire acquise en partie par l'imitation, par la copie étant typiquement un acte d'apprentissage dans lequel on ne sait pas ce qu'on copie, le pastiche. Je vous citerai un texte tout à fait récent dans un débat entre deux écrivains qui viennent d'être publiés. L'un d'eux s'appelle Daoud, dit j'ai tellement c'est un écrivain qui fait de la littérature à contrainte, qui essaie de leur aligner de Poe, que d'autres, etc., qui essaie donc de produire selon des règles très strictes, et qui dit à un moment donné dans un débat, au fond, quand je fais du Proust, est-ce que ça veut dire que je prends Proust pour modèle? C'est simplement que je suis imbibé de Proust. Et en fait, si on pense qu'un peintre, à la différence des gens qui l'analysent, n'est pas un lecteur, mais plutôt un voyeur, enfin quelqu'un qui est un homme de la vision, il est probable qu'il a acquis l'essentiel de ces chaînes à force de les voir ou à force même de les regarder le pinceau à la main, à force de les mimer. Donc l'analyse historique, dans le cas particulier, doit reconstituer d'une part un habitus technique, une série de dispositions techniques, et un habitus éthique, un ethos, un système de disposition, de principes de préférence, qui fonctionne à l'état pratique, dans sa pratique, sans passer nécessairement par la conscience. Bon. Alors, autrement dit, on peut dire ce qu'il faut chercher, c'est ce que Manet a en quelque sorte dans l'œil et dans la main. Ce qu'il a dans, comme on dit qu'on va dans l'œil, ou l'œil du Quattrocento. C'est-à-dire, par exemple, les structures de l'œil, je ne sais pas si vous donnez cet exemple, c'est dans la musique de Tuileries, malheureusement, c'est encore une reproduction que je n'ai pas pu avoir. On a calculé, il y a une série de personnages en gibus, que la ligne dessinée par le sommet des gibus découpe la toile en sens vertical selon le nombre d'or. Et il y a un arbre, un coupe, vous regardez la production, qui découpe la toile selon le nombre d'or. Bon, alors, quelqu'un a remarqué ça, et aussitôt on pose la question, est-ce que c'est conscient ou inconscient, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Bon, je pense que être un peintre, c'est faire ça sans le savoir, c'est faire ça sans avoir besoin de prendre une calculette. Et alors ça c'est un exemple unique, qui est frappant, puisque c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qui a un côté mathématique, mais si vous prenez la composition du déjeuner sur l'herbe, une espèce de
criant, etc. Mais ça, c'est quelqu'un qui a vu la mise au tombeau du Titien, etc. Bon, intériorise ces choses, et une part d'ailleurs de la critique stylistique spontanée que les gens produisent devant les tableaux consiste à repérer des retours de chaînes structuraux qui ont été mises en œuvre, et que la fréquentation qui ont été mise en œuvre dans un certain quart d'heure, que la fréquentation assidue de cette quart d'heure met peu à peu dans la tête des spectateurs, en sorte qu'ils ont un plaisir de comprendre, mais aussi de retrouver un univers structuré conformément aux structures qu'ils ont acquises en fréquentant cet univers. Bon, et une part du plaisir de la contemplation artistique, c'est ce plaisir de la reconnaissance. Par exemple, on dit, ah oui, ça c'est un truc, ça c'est un machin, ça c'est un Giotto, mais c'est aussi le plaisir de retrouver cette espèce d'accord miraculeux qui est, je dis toujours, hein, qui est lié à l'accord des structures objectives, structures subjectives, qui est l'expérience idéale, enfin, des sociétés enchantées dans lesquelles les agents sociaux ont les mêmes structures que l'univers dans lequel ils sont. Bon. Je pense qu'une certaine expérience de la peinture classique, canonique, que détraque Manet, hein, et qui fait que, c'est pareil pour la musique, hein, quand on n'entend pas l'accord dominant tonique, vachement déçu, voilà, et on dit c'est du modèle, je ne supporte pas, bon, voilà, c'est qu'il y a ce plaisir de retrouver le confort transhistorique apparemment lié à l'accord de structure historique des sports. Alors, donc, oui, donc je pense que le problème est de comprendre les dispositions de Manet, ce qui revient à dire que Manet n'a pas mis dans le déjeuner sur l'herbe tout ce qu'on peut y trouver. Bon, alors là, ça c'est tout à fait en accord avec la vision structuraliste, bon, mais ça ne conduit pas du tout à dire que Manet n'est pas un auteur, bon, ou que Flaubert n'est pas un auteur. Bon, c'est la congrédier de la notion d'auteur est absurde. Bon. Alors, ceci, il y a la disposition technique que Manet a acquise en tant que professionnel de la peinture. Il a donc un habitus professionnel. Cet habitus professionnel, c'est greffé, si on peut dire, bon, voilà, métaphore, sur un habitus qui préexistait, qu'il a acquis dans sa famille, dans son milieu, etc. Bon, et là, on est convenu à demander qu'est-ce qu'il y avait dans l'habitus de Manet. On sait, il y a des tas de remarques chez les historiens de l'art qui le prédisposaient, disposition prédispose. Hein. Alors il y a un définition les dispositions très importantes, c'est quelque chose qui vous dispose à faire quelque chose, ce qui ne veut pas dire que vous posiez pour fin ce que vous voudrez faire. C'est paradoxal. La théorie de la pratique va être très très paradoxale. Et elle est très facile à démolir, ça c'est très important. Confrontée à une théorie de philosophie de la conscience, une philosophie, cette ouverture cognitive, une disposition, etc. Et malheureusement, je pense que la théorie des dispositions est vraie, et ce n'est pas parce qu'elle est plus difficile à défendre qu'elle est bonne. Donc, il est certain que Manet n'a pas mis dans son tableau tout ce qu'on va y trouver, ce qui ne veut pas dire pour autant que Manet était une sorte qu'on peut le biffer, comme on disait à une certaine époque. Et il faut chercher dans ces dispositions acquises, liées à son insertion sociale, etc., le fait qu'il ait manifesté tout au long de sa vie une disposition à la fois subversive et soumise. Et on pourrait dire Manet est des personnages qui ont un habitus privé, qui sont une sorte de contradiction féconde. Bon, il était à la fois, par exemple, Richardson parle de dualité de tempérament. Il dit encore une dichotomie profondément scellée, profondément enfouie dans le caractère de Manet. Beaucoup de gens ont remarqué ça, qu'il était à la fois le plus subversif et en même sens le plus conformiste. Pissarro, par exemple, a été plus méthodiquement subversif, par exemple, dans le salon, etc. Manet avait à la fois cette violence subversive qui ne l'a jamais quitté jusqu'à la fin de sa vie, et en même temps un besoin de reconnaissance et un respect des formes, par exemple des formes de la vie familiale, etc., qui en faisaient le personnage. Alors, donc, si je ne donne pas ce que je
comme l'IA n'est pas évidemment le principe explicatif, j'indique la direction dans laquelle il faut chercher une explication, ce qu'il faut substituer à l'explication vite faite par la notion d'intention. À la notion d'intention, il faut substituer la notion de disposition, c'est une disposition, habitus, etc. Mais ce n'est pas tout. Un habitus, une extrême disposition, se déclenche en quelque sorte en relation avec un espace, avec une situation, on pourrait dire, et la conduite, l'œuvre, la parole, ou le comportement, est le produit de cette mise en relation d'un système de disposition et d'une situation d'un champ. Et ce champ, je rappelle des choses que j'ai dites, et vous les trouvez plus élaborées dans ce qui s'appelle les règles d'art. Ce champ, comme espace de position, uni par des relations objectives, d'exclusion, de domination, etc., lorsqu'il est aperçu à travers les lunettes de l'habitus, les lunettes, c'est une métaphore qu'on emploie pour faire comprendre Kant dans les terminales, et ça marche aussi. Bon. Donc le champ comme espace de position, aujourd'hui l'ethnologie, il y a les histoires, qu'est-ce qu'il y a ça, ce champ, lorsqu'il est perçu par un jeune, un nouvel entrant, doté d'un habitus, il faut faire la révolution, il faut changer les dépenses de la merde, apparaît comme un espace des possibles, un espace des choses à faire, mais pas comme un espace des possibles théoriques. En fait, c'est un espace, pour employer le vocabulaire de Max Weber, des potentialités objectives. Donc, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc il y a des affaires. Voilà. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Bon. Et ces affaires, c'est pas du tout l'intention, ça. La métaphore, enfin, pas toujours pour faire comprendre, c'est le joueur de tennis qui place la balle à contre-pied. Il y a un affaire, ça se fait en une seconde, il ne constitue pas l'autre en courant dans ce sens-là, la balle va être envoyée dans ce sens-là, etc. Il y a un affaire qui est dans le geste, qui le fait. Ce qui ne veut pas dire que ce geste est un geste automatique d'imbécile. C'est un geste très compliqué, très élaboré, et il y a des gens qui jouent bêtement au tennis, il y a quelqu'un qui joue bêtement à l'art de peindre. Donc, donc il faut absolument appliquer cette opposition entre théorique, pure, abstrait, non, etc., et pratique, imbécile, automate, etc. Alors il y a une très belle formule, la formule de Leibniz à propos de la monade, automaton spirituale, enfin, nous sommes des automates spirituels, c'est-à-dire nous sommes des gens pour lesquels, selon la formule de Leibniz que je cite toujours, nous sommes empiriques au sens où on parlait de médecine empirique, dans les trois quarts de nos actions. Bon, c'est-à-dire que nous et c'est pour ça que ça marche, si le monde social marche, si nous étions des intentionnalistes, si nous obéissions à la philosophie intentionnelle, je ne donne pas pour 5 minutes de circulation de la place à Concorde. C'est la fameuse plaisanterie sur la marche, mais spécificatif. Dans un débat avec Derrida, Seul reprend l'exemple de la marche. Derrida, bon, qui est tout à fait en philosophie intentionnaliste, je vous renvoie à la critique que j'ai faite du texte de Derrida sur le don, où enfin, il fait des distinguos qui amènent à des contradictions sur la base d'une philosophie intentionnaliste. Bon, contre cette philosophie intentionnaliste, Seul prend l'exemple de la marche pour dire que bon, c'est le conduite extrêmement complexe dont nous ne maîtrisons pas un centième en intention. Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas d'intention de marcher. Bon, si on vous arrête, on dit qu'est-ce que tu fais, je marche. Bon, si on vous arrête, allez, qu'est-ce que tu fais, je fais un tableau. Il peut même dire un peu plus, il dit oui, je veux faire un truc qui soit une œuvre. Je veux montrer qu'on peut faire des trucs contemporains avec les modèles anciens, des choses comme ça. C'est sans doute ce qu'il disait à Zola quand Zola venait dans son atelier, ou ce qu'il disait à Manet quand il passait l'atelier et était avec lui. Il disait des choses comme ça. Mais ce n'est pas, il n'est ni un automate totalement inconscient, ni un sujet parfaitement lucide, pas lui plus que nous. Voilà. Et donc il y a des propositions d'anthropologie générale qui sont particulièrement importantes. Alors,
Alors ceci dit, de cette rencontre entre l'habitus et l'espace des possibles, l'espace des potentialités objectives, hein, alors, il faut imaginer le monde devant quelqu'un qui a écrit comme ça. Le travail scientifique, souvent, consiste à remplacer cette sorte de carte dont nous avons une intuition vague par une carte chiffrée. Vous dites, voilà, un adolescent, il est cassé de base, etc. Qu'est-ce que je vais faire l'an prochain? Bon, alors c'est le problème, là, il y a selon le milieu, les gens vont avoir un espace des possibles plus ou moins large, plus ou moins élaboré, plus ou moins quantifié. Si le polytechnicien qui s'occupe des polytechniciens, il sera mieux que lui, c'est mieux, bon, mais voilà. Et que fait le sociologue pour comprendre ce que va faire tel ou tel, fils de ci ou fils de là, avec tel ou tel habitus? Il doit comprendre l'espace des possibles comme l'espace chiffrable de champs objectifs, un espace de probabilité objective. Donc, il va dire, bon, étant donné ce que tu es, aller par là, c'est pas mieux. Pente 80%. Bon, aller par là, c'est bon. Là, tu te laisses aller. Alors, tu peux, tu as plus moyen de prendre quelque chose où tu. Voilà. Bon. Alors, ce que je décris là, c'est l'équivalent, dans une certaine mesure, de ce qu'a devant lui, non pas la conscience du peintre, mais l'habitus, le peintre, engagé pratiquement devant la fabrication d'un tableau. Il a donc une intention pratique, qui n'est pas du tout l'intention consciente méditée, une intention pratique qui, en présence de l'espace des potentialités objectives offertes par un champ, engendre des problèmes pratiques. Voilà. Des problèmes pratiques. Alors, problème, c'est ce problème-là, c'est ce qui est lancé devant, objectum, etc. Donc, c'est tout à fait intellectualiste. On est encore dans l'intellectualisme, mais petits problèmes, vous pensez, ce genre de jeux sociaux que de temps en temps le monde publie. Bon, le problème, par exemple, c'est le problème mathématique. On se suffit à ça. En fait, il y a des problèmes. Vous avez regardé travailler un artisan, il tourne, il retourne, il essaie une vis, il essaie une autre, il regarde, notamment, il y a des problèmes tout le temps. Mais des problèmes qui ne sont pas constitués comme tels, qui ne sont pas thématisés. Alors, ces problèmes pratiques, à ces problèmes pratiques, il faut chercher une solution pratique. Et alors ce qu'on peut voir, en faisant une sorte d'analyse génétique, mais pas au sens des gens qui font de la littérature génétique, c'est ce qui m'engage, donc je m'en expliquerai si vous voulez. Donc une sociologie génétique de l'intention pratique de Manet posant le problème qu'il a essayé de résoudre dans l'origine sur l'air, doit partir d'un certain nombre de tableaux antérieurs, un des plus typiques étant la nymphe surprise que j'ai évoqué, qui est une scène de bain, comme l'Olympia, comme le déjeuner sur l'air, qui s'appelait donc originellement le bain, et la reconstitution donc, de cette trajectoire, cette trajectoire intellectuelle, qu'est-ce qu'il a fait avant de faire ça? Alors ça supposerait, pour entrer en détail, si je faisais des choses comme il faut que je prenne chaque œuvre, dont j'évoquerai une ou deux tout à l'heure. Il avait donc, à partir de cette analyse génétique, on peut comprendre qu'il avait une intention très générale, faire un tableau, et alors ça c'est attesté par ce qu'il a fait avant, établir un équivalent moderne d'une scène classique, donc se mettre dans une situation extrêmement difficile de conflit entre la fidélité au maître ancien, c'est toujours l'habitus schizoïde, le conflit entre la fidélité au maître ancien et la fidélité à la vie moderne. Et voilà. Alors, bon, je voulais faire un excursus, mais je le laisse de côté sur le problème. Bon, je le fais malgré tout très vite. Bon, je vous donne la référence. C'est un livre de Jean-Marie Laclaboutine et Jean Lahougue qui s'appelle Écriveront et liseront en 20 lettres. Écriveront et liseront en 20 lettres, publié chez Jean Vallon en 1990. Et donc, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'écris un roman.
c'est ça les intentions. Hein. Mais il ne sait pas qu'il met en œuvre toute une théorie devenue pratique du roman qui oriente tout, sa première phrase, sa deuxième phrase, son choix, le fait que c'est les prêtres. Et donc, La Hougue est un personnage intéressant qui fait de l'écriture un peu mutasimultaniste, hein. Je ne pense pas que ce soit la même envergure, c'est un peu l'équivalent. C'est quelqu'un qui crée une situation quasi expérimentale, il présente à Gallimard, qui n'est plus ce qu'il était, comme chacun le sait, un roman que Gallimard aurait pris des deux mains il y a longtemps, mais que Gallimard ne comprend plus. Et Gallimard, à l'occasion d'un refus de ce roman, à quelqu'un quand même qu'on ne peut pas renvoyer sans phrase, est obligé de développer les raisons de ce refus. Et à travers la plume d'un écrivain qui s'appelle Jean-Marie Lacartine. Et Jean-Marie Lacartine, écrivain sans doute mineur, donc parfaitement conforme à la définition toxique du roman, explicite un certain nombre de principes de ce que doit être un roman. Alors il faut qu'il y ait une histoire, il faut que ça se suive, il faut pas que ça parte dans tous les sens, il faut que les personnages aient une certaine vraisemblance, vous direz. Alors La Hougue répond, et c'est très très intéressant, parce qu'il répond avec une théorie dispositionnaliste presque. Hein. Il dit, d'accord, on peut juger que ce que je fais est complètement farfelu, je fais une sorte de pastiche de Jules Verne, un pastiche du voyage entre la Terre, et je construis mon roman en prenant la lettre centrale de chaque phrase centrale, et à partir d'un programme invraisemblable. À côté de Paul, les mots croisés de Pérex sont en sens de l'art. Il fait donc un programme extrêmement difficile. À quoi l'autre dit, mais votre truc est formel, ennuyeux, hein, bon. Et il répond, il dénonce, c'est une très belle formule, l'immobilisme dogmatique de l'inconscient qui nous programme. Il dit au fond, l'immobilisme dogmatique de l'inconscient qui nous programme. Alors, il a conscience que ne pas avoir de programme, il fait la littérature à programme, avec la formule, ne pas avoir de programme, c'est avoir le programme toxique, c'est-à-dire avoir le programme que nous avons tous sur le cerveau, et mettre en œuvre l'idée commune du roman, l'idée commune de l'intrigue, etc. Et puis, l'intuition, il fait toute une critique de l'intuition, la spontanéité, les laisser-faire, laisse le champ libre à l'inconscient social, alors qu'au contraire, la contrainte, la littérature à contrainte, canalise l'inconscient social. Autrement dit, c'est en faisant de la littérature à programme, à contrainte, que je me libère, bizarrement, de la contrainte que je subis sans le savoir. En tout cas, je la fais apparaître et que j'oblige mes critiques d'ailleurs à énoncer les contraintes qu'ils subissent sans le savoir, puisqu'elles sont évidentes, puisqu'elles sont naturelles. Bon, alors l'un parle le langage de l'évidence, l'autre parle le langage de... Alors, les schémas sont appliqués intuitivement et ils sont appliqués, les schémas toxiques sont appliqués intuitivement comme ils ont été acquis intuitivement. Le romancier a acquis ces schémas en grande partie par la lecture de romans et en petite partie par la lecture de commentaires de ces romans qui étaient eux-mêmes conformes à la philosophie du roman qui était immanente à ces romans. Donc, la reproduction, finalement, d'un ordre artistique que Manet interrompt, se fait sensiblement dans la continuité de la copie. Je n'ai pas le mot des peintres, mais pour les écrivains, ça serait l'imitation, le pastiche, la continuité de la copie. Et alors, l'exercice formel qu'introduit La Hougue, mais je raconte mal parce que je ne veux pas passer trop de temps, l'exercice formel qu'introduit La Hougue a pour effet de censurer l'inconscient toxique, de censurer tout ce qui est associé à l'idée de roman. Et du même coup, alors c'est tout à fait intéressant, de rendre, d'ouvrir la porte à l'inconscient
singulier, paradoxalement. C'est à travers, bon, alors il y a la fameuse formule de Gilles qu'on demande toujours, l'armée de la contrainte, mais là on comprend que, bizarrement, de même que Manet s'est mis en demeure, enfin, d'innover en créant un problème impossible, avec cette idée de contre-nature, contre-culture en tout cas, qui consistait à vouloir faire une scène de nu dans la campagne. Il s'est mis dans une situation impossible et de ce fait, il a pu laisser revenir tout un inconscient historique qui était en lui, en tant qu'évidemment inséré dans une histoire générale et dans une histoire particulière. Et c'est cet inconscient historique que l'analyse de l'habitus propre de Manet. Voilà. Alors, oui, au passage, pour dernier point, je le dis très vite, si on abandonne cette philosophie intellectualiste dans laquelle on est entraîné par l'idée de problème, on est affronté à une sorte de mise en question générale de tout le mode de pensée scolastique, le mode de pensée du lecteur. Je prends un exemple, je l'avais dit très vite en passant, la notion de source. Est-ce que Manet avait conscience d'évoquer un Titien ou quelle gravure de Raphaël, ou enfin toutes les sources qu'on lui a attribuées? Est-ce que la question a du sens? Est-ce que un écrivain qui écrit se réfère à des sources, ces sources qu'on voit au bas des notes ou dans les commentaires savants? Ou est-ce qu'il remet en œuvre par le retour de chaîne? Alors, dans la pratique scientifique, déjà le problème se pose. Est-ce que, par exemple, dans le travail scientifique, il y a deux types de sources? Si vous avez pensé à vos propres travaux, il y a le moment où vous dites Maurice Aguillon a établi que Marianne, dans la région 48, etc. C'est une source. C'est un fait qui a été établi, attesté par un historien situé daté, etc. Mais quand vous mettez en œuvre un chêne interprétatif très général, le chêne brodélien de l'économie monde, que vous construisez votre objet selon ce chêne, etc., est-ce que la note par laquelle vous allez faire référence a le même statut? Pas du tout. Elle peut être absente. Et il y a une partie de ce que mettent en œuvre des chercheurs dans toutes les disciplines, qui n'est pas de l'ordre de la source assignable, ni dans la manière d'en user, ni dans la manière d'en rendre compte. Et en toute bonne foi, un chercheur peut ne pas donner ses sources essentielles. C'est pas nécessairement qu'il dissimule. Je peux prendre mon propre exemple. Enfin, il n'y a guère de phrases que je prononce qui ne puissent être attribuées à Durkheim, à Marx, à Weber et à quelques autres, ou à un mélange des trois, etc. Et dans tout travail scientifique, voilà. Alors, la notion de source est quelque chose de très étrange. C'est une vision donc, de lecteur qui pense que la pratique passe par des intentions, que ces intentions sont explicites, et que donc je ne peux pas me référer à quelque chose du passé, qui a été fait dans une direction, autrement que de manière consciente et préméditée. Voilà. Donc la notion de source, c'est une vision, la notion de source est donc typiquement scolastique, c'est une vision qui porte à placer l'influence, voilà une autre notion désolante
de la critique littéraire, parce que la littérature comparée, c'est une notion débile, alors ça je le dis nettement, comme je n'ai pas le temps d'argumenter, j'ai l'air dogmatique, mais peut-être que je ferai gagner du temps en certain nombre des présents, la notion d'influence est du même type, comme source. On suppose qu'il y a d'un côté Schopenhauer qui a écrit la volonté de vivre, etc., puisque M. Alten l'a lu, que ça circulait. En fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Alors, donc, adopter une philosophie dispositionnaliste de la production artistique et de la réception artistique, c'est supposer donc une part énorme de ce qui se passe dans la compréhension ou dans la production de l'œuvre d'art se passe en deçà de ces effets explicitement assimilables que l'on associe à la notion de source, de référence, etc. Et donc, ce qu'il s'agit de ressaisir ce que doit faire une sorte d'herméneutique, mais c'est parce qu'il y a un lien entre mots, une contradiction dans les termes, ce que devrait faire une herméneutique dispositionnaliste, une socio-analyse de l'œuvre d'art, c'est reconstituer en s'appuyant sur l'œuvre, mais aussi sur ce qu'on peut savoir par ailleurs. Alors ça c'est une métaphore que j'emploie toujours, c'est une métaphore spinoziste. Nous avons toujours deux traductions de la même phrase, c'est pour ça que, à mon avis, la science des œuvres est possible, parce que nous avons le monde social nous dit tout deux fois. Le monde social, quand il s'agit d'œuvres d'art, de littérature, nous dit des choses à la fois dans les œuvres et dans le monde social dans lequel nous évoluons. Et donc, il est débile, c'est comme si Champollion avait dit, il ne va pas faire Rosette dans les châteaux débile, de se priver, comme font beaucoup les internalistes, de se priver de ce qui est dans le contexte. Et inversement, il faut être débile pour se priver de ce qui est dans le contexte. En fait, texte et contexte sont deux traductions de la même phrase, et si on construit adéquatement le texte et le contexte, on a un sentiment de redondance et on a une sorte de vérification interne. On peut trouver dans le champ de production de l'œuvre d'art des choses qu'on a pressenties en lisant l'œuvre elle-même. Bon, je donne un exemple qui est un agloire, dont je suis assez fier, c'est en lisant le texte même de Heidegger, comme les Heideggeriens ne le disaient pas, bien sûr, avec un œil spécial, que j'ai conclu que Heidegger a quitté le parti nazi, non pas parce qu'il le trouvait trop dur, mais parce qu'il le trouvait trop tiède. Bon, à l'époque, c'était Bourdieu exagère. Bon, quelques années après, un historien allemand, Karl Popper, a établi dans l'archive de Fribourg, en Allemagne, où Heidegger avait enseigné, qu'effectivement, Heidegger avait quitté le parti nazi. Bon, voilà. Je ne l'ai pas quitté d'ailleurs. Il a pris ses distances, il est resté jusqu'au bout. Bon. Voilà, donc il y a des cas, une lecture interne, mais une lecture interne qui est habitée par des questions qui pourraient être posées à l'externe. Ça, je pense que c'est important. Alors, je finis très vite. Qu'est-ce que c'est que... je reviens au problème de l'intention. En fait, nous prêtons, je pense qu'il y a une philosophie implicite qui est commune à tous les herméneutes de toutes les tendances, qu'ils soient intentionnalistes, anti-intentionnalistes, structuralistes, etc. Il y a toujours l'hypothèse qu'une œuvre a une certaine cohérence, que ce n'est pas n'importe quoi. Même que, je sais pas, on fait la même hypothèse en cours de mythologie ou d'un rituel, on a un qui a une certaine cohérence. Et quand il s'agit de l'œuvre d'un peintre, on a l'hypothèse que cette cohérence est une constance, c'est un principe de constance, parce qu'elle se perpétue au cours du temps. Et donc, il y a un présupposé inhérent à toute interprétation, ce projet de la cohérence et de la constance. Et ce présupposé est à la base de la méthode qu'on appelle, c'est un nom allemand, la méthode des passages parallèles, celle qui consiste à se servir de passages d'une œuvre pour interpréter le passage qu'il s'agit d'interpréter. C'est-à-dire aller chercher, ayant interprété des chats de Baudelaire, comme Jacobson et Lévi-Strauss, au lieu de chercher la taille omégale du chat baudelairien dans le sonnet considéré, d'aller chercher toutes les occurrences du chat dans l'œuvre de Baudelaire et les doses électriques, on le retrouve dans un poème, etc. Autrement dit, on suppose que
il y a une cohérence de l'œuvre. Alors, est-ce que cette cohérence correspond à une intention constante? Hein, on pourrait dire, voilà. Je pense qu'on peut, si vous avez compris ce que j'ai raconté de l'historialisme, on peut supposer qu'il y a des constances dans la vision baudelairienne du chat qui n'autorisent pas à supposer une intention constante de Baudelaire concernant le chat. Il peut y avoir une disposition constante, et si nos conduites, si au fond les sciences sociales sont possibles, c'est parce que nous avons des dispositions constantes qui font que mutatif mutandis, les dispositions sont constantes, elles ne sont pas infrangibles, on n'est pas constitué une fois pour toutes, mais dans certaines limites, nous restons constants, et c'est sur la base d'une connaissance de ces constances qu'on peut comprendre les pratiques sans être obligé de faire l'hypothèse ruineuse d'une intentionnalité absolue. Autrement dit, il y a toute la... oui, je peux prendre un exemple, c'est celui de la signature. Lorsque nous entrons dans une salle de musée, que nous connaissons immédiatement, ça fait plaisir, ça fait partie du plaisir artistique, plaisir de reconnaître, c'est vraiment qu'on inspire, de problème. Voilà, c'est sur quelle base? C'est sur la base d'un repérage de constantes, de différences par rapport à d'autres, de tout un réseau, tout un système de petits traits distinctifs, de détails symptomatiques, de répétitions, etc., donc qui, une certaine manière de peindre les arts, enfin pour les peintres du XVIIe, etc., ces traits significatifs sont en quelque sorte des signatures. Et la métaphore de la signature est intéressante parce que Merleau-Ponty, qui est, je pense, dans les philosophes français, un des plus proches de la notion d'habitus comme principe générateur de conduite cohérente. Merleau-Ponty a employé pour faire comprendre la structure du comportement. Il a employé la métaphore de l'écriture. Il disait donc que j'écris au tableau avec une craie, sur une feuille avec une plume, ou sur un papier avec un stylo bille. En gros, il y a une physionomie globale de l'écriture. Il y a une espèce de constance dans le genre, il y a une homologie entre toutes les productions de quelqu'un qui a une certaine écriture qui font que son écriture est à la fois cohérente et constante dans le temps. Mais je pense que un habitus de peintre, un modus operandi socialement constitué, c'est précisément, et que la science doit reconstituer pour comprendre, c'est précisément ce qui produit cette constance à partir de laquelle la science peut le reconstituer. Bon, enfin, le cercle herméneutique est inévitable. On ne peut trouver que dans l'œuvre les instruments qui permettent d'interpréter l'œuvre, ce qui dans l'œuvre et le contexte, évidemment. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'ai un peu escamoté deux ou trois démonstrations, mais bon, je vais...